Alors bonjour à tous, on est parti pour la dernière partie du cours sur les fonctions réciproques. Alors premièrement, comment est-ce qu'on faisait pour calculer la réciproque à une fonction? Il suffisait tout simplement d'isoler x en fonction de y. Donc ici on a un exemple où on me demande de calculer la réciproque de x³ plus 2. Donc d'abord ce qu'on fait, c'est qu'on exprime x en fonction de y. Et puis là maintenant je garde mon expression en inversant x et y. Et du coup, ce y là, en fait, c'est ma fonction réciproque. Remarque, si vous commencez d'abord par inverser x et y, et puis que seulement, une fois que c'est fait, vous exprimez l'un en fonction de l'autre, ça marche aussi. Donc voilà, alors ça c'était purement analytique. Je sais aussi que graphiquement, mes deux fonctions f et f-1 sont symétriques par rapport à la droite y est égale à x. Donc ça, c'est assez pratique quand il faut tracer des graphes. Et du coup, on avait pris deux exemples. Premièrement, tout ce qui est log et exponentielle. Et ensuite, on fera les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Mais donc, on commence d'abord avec le log et l'exponentielle. Il y avait un piège qui était classique, c'est que, attention, qu'une exponentielle n'est pas forcément croissante. Une exponentielle est croissante uniquement si b est supérieur à 1. D'accord? Si b n'est pas plus grand que 1, mon exponentielle est décroissante. Et bon, remarque que si b est égal à 1, j'ai simplement une droite. J'ai la droite y est égale à 1. Donc ça, c'était pour le graphe de l'exponentielle. Alors comment est-ce qu'on faisait pour avoir du coup le graphe du logarithme? Il suffisait de faire ici une symétrie par rapport à la droite y est égale à x. Donc vu que je sais que j'ai une asymptote horizontale ici, je sais que j'aurai une asymptote verticale ici, par symétrie. Remarque que tous les logs passent par le point 1. Donc le log en base b de 1 est égal à 0. Donc ça, c'est une règle qui est quand même importante. Et remarque à nouveau, par symétrie, je sais que le point ici 0, 1 appartient à ma fonction. Donc b à la puissance 0, ça fait 1. Alors il y avait 4 propriétés hyper importantes pour les logarithmes. Donc je sais que le log d'un produit, c'est une somme de log. Alors comme j'avais expliqué en cours, c'est relativement intuitif, étant donné que l'exponentielle d'une somme, c'est un produit d'exponentielle. Donc étant donné que les fonctions sont réciproques, je m'attends intuitivement à ce qu'elles aient aussi des comportements réciproques. Donc la règle numéro 3, c'était l'une des plus puissantes, parce que du coup, elle disait que lorsque j'ai un exposant sur mon x, il pouvait tout simplement sortir du logarithme. Donc ça veut dire que le log de la racine de x, c'est juste log de x divisé par 2. Et ça, typiquement, pour dériver ou pour les équations, c'est super pratique. Donc on remarquera que les propriétés qu'on connaît, notamment pour les dérivés, c'est pour e exposant x et pour ln de x. Donc comment est-ce que je fais lorsque j'ai une base b quelconque? Je dois faire un changement de base. Pour faire un changement de base, je dis que log en base b de x, c'est ln de x sur ln de b. D'accord? Donc attention que b doit être un nombre positif, puisque le log en négatif n'existe pas. Donc si je fais un schéma ici, vous remarquez que si x est négatif, mon log n'existe pas. C'est pour ça qu'il est écrit ici que b doit être un nombre positif. Alors je n'insisterai jamais assez là-dessus, mais on connaît la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. On connaît la dérivée d'un ln, c'est lui-même. Par contre, on ne connaît pas la dérivée de b exposant x, et on ne connaît pas la dérivée de log en base b de x. Donc attention que lorsqu'on va faire ça, donc il faut faire la démonstration. Donc je vous renvoie à la vidéo dédiée dans la playlist démonstration. Mais il y a un ln qui va apparaître. Donc sans ce ln, votre dérivée est fausse. Donc attention à ça. Et comme je le disais, la règle numéro 3, en fait c'est une règle qui est hyper puissante pour tout ce qui va être équation, etc. Donc ici, un bête exemple, on me demande de calculer la dérivée de la fonction suivante.
Donc je vais faire ce qu'on appelle une dérivée logarithmique. Ce que je fais, c'est que la première étape, d'abord, c'est de passer ln à droite et à gauche. Donc à gauche, j'ai simplement ln de y, et à droite, l'idée, c'est de simplifier un maximum. Ça veut dire que tous mes produits vont devenir des sommes, toutes mes fractions vont devenir des différences, et surtout, ça on l'oublie trop souvent, mais toutes mes puissances vont aller devant. Donc là, par exemple, j'avais ln de x à la puissance 3 quarts, le 3 quarts est allé devant. J'avais une racine, c'est devenu un divisé par 2, et mon exposant 5 est devenu devant. Et pourquoi est-ce que c'est hyper pratique de faire ça? C'est hyper pratique parce que je sais que la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f. Donc je vais vous l'écrire ici à droite. Du coup, maintenant, j'ai juste à dériver à droite et à gauche. Et attention qu'à gauche, j'ai une dérivée en chaîne. Donc ici, j'ai dy sur dx qui apparaît. Et ça tombe bien parce que lorsqu'on me demande de calculer la dérivée, c'est justement ça que je cherche. C'est dy sur dx. Du coup, lorsque j'ai terminé, en fait, mon y, je dois m'en débarrasser. Et mon y, du coup, il passe de l'autre côté. Et y, attention que beaucoup d'étudiants sont bloqués à ce stade-ci. On oublie que y, il est donné au tout début. Y est donné au tout début de votre énoncé. Donc c'est un peu particulier, mais dans une dérivée logarithmique, la fonction que vous dérivez, elle réapparaît du coup dans la dérivée. Et c'est tout à fait normal. Et le reste, en général, vous aurez juste des fractions. D'accord? Et dans ces fractions-ci, au déunateur, vous retrouvez les termes que vous aviez au tout début. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. Alors par la suite, on avait vu tout ce qui était fonction trigonométrique inverse. Donc pour les tracer, d'abord il me faut le domaine et l'ensemble image. Je vous rappelle que le domaine d'une fonction, c'est l'ensemble image de la fonction inverse. Donc pour que ma fonction réussisse le test de la droite horizontale, on avérissera son domaine à moins pi demi pi demi. Du coup, c'est normal que ma fonction arcsinus, son ensemble image, ce soit moins pi demi pi demi. Et de manière générale, l'ensemble image de sin et cosinus, c'est moins 1. Il est donc normal que le domaine de définition de ma fonction arcsinus soit moins 1. Donc ici, on a du coup les trois graphes, à savoir refaire à l'examen. Et attention qu'il faut aussi connaître les dérivées. Donc ici, il y a trois dérivées à connaître. La dérivée de sinus et de arcsinus, elle est très ressemblante. C'est juste que lorsque j'ai un cos, j'ai un moins qui apparaît. Voilà. Et celle de arctangente, elle est facile à retenir, il n'y a pas de racine. Et pour finir, tout ce qui était trigonométrie hyperbolique, alors ça pour l'examen, il faut juste connaître la définition et savoir faire des démonstrations en remplaçant par la définition. Donc ici, ces deux formules-ci, comment faire pour ne pas les apprendre par cœur? Vous pouvez faire une analogie avec les formules de Euler. Donc ici, la formule de Euler, elle me disait que EIθ, c'est égal à 6θ. Donc cos θ plus I sin θ. Donc je réécris la même formule ici avec un moins. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est un peu comme avec la démo avec la trigonométrie. C'est que quand je vais faire la première équation plus la seconde équation, en fait les signes vont se simplifier. Et là, je me retrouve du coup avec cos θ. Donc qu'est-ce que je remarque? Dans l'espace des complexes, cos θ, en fait, c'est quoi? C'est une somme d'exponentielles complexes. Donc lorsque je suis dans les réels, je vais faire en fait une analogie. Donc attention que ceci n'est pas une démonstration, c'est un moyen mnémotechnique. Mais je vais faire une analogie et je me rends compte que cosinus hyperbolique, c'est du coup une somme exponentielle. Si je fais la même démarche avec sinus, je dois faire la première équation moins la seconde équation. Les cos vont se simplifier et je vais me retrouver du coup avec le sinus qui est égal à une différence exponentielle. Et donc du coup, intuitivement, je me rends compte que dans les réels, mon sinus hyperbolique peut être écrit comme étant une différence d'exponentielle. Alors bien sûr, tangente, ça a toujours été sin sur cos. Alors les graphes, vous ne devez pas les apprendre par cœur, par contre, vous devez pouvoir les reconnaître. Vous remarquerez que la tangente hyperbolique, elle a exactement le même graphe que la arc-tangente hyperbolique. Donc ça, c'est facile à retenir. Je sais que tangente, il est comme ça. Donc par symétrie, arc-tangente, il est comme ça. Et je me rends compte en fait que les deux sont fort similaires. Au final, c'est quoi un cos hyperbolique? Un cos hyperbolique, on l'a dit plus haut, c'est une somme d'exponentielles. Donc du coup, je vois bien que si je prends une exponentielle croissante, donc ça c'est mon e exposant x,
et que je prends une exponentielle décroissante, donc ça c'est mon e exposant moins x, et que je fais la somme des deux, ben je tombe sur cette espèce de parabole ici, et ça du coup c'est le cos hyperbolique. Et le raisonnement est un peu le même ici pour le sinus hyperbolique, c'est juste une différence d'exponentielle. Donc pour l'examen, seule la définition est à connaître, et vous devez savoir reconnaître les graphes s'il y a un QCM par exemple.